Allez, bienvenue à tous sur Enfin Bon. Je sors à l'instant de l'EHPAD, dans lequel il y a à peu près la même ambiance que sur la piste, c'est-à-dire pas grand-chose. Un début de saison sous Prozac, encore une course très ennuyeuse. Heureusement qu'on est sauvé, puisque en piste il se passe pas grand-chose, mais alors en dehors c'est la troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale qui opère chez Red Bull. Red Bull en pleine domination, l'écurie qui est en train de marquer l'histoire de sa domination, va-t-elle imploser? C'est incroyable, Red Bull en totale crise. Voilà, on va rentrer dans les détails de ce qui s'est encore passé, mais on est maintenant sur un potentiel départ de Verstappen. Si Verstappen venait à partir, son remplaçant est tout ouvré, je pense que ça serait Lance Stroll. Ça pourrait complètement redistribuer les cartes du championnat. Qui reporterait le championnat du monde? Sûrement pas lui. Donc voilà, nouveau doublé en tout cas ce week-end pour Red Bull, avec une domination bien assise, Ferrari qui confirme sa deuxième place, et un vrai duel qui s'installe entre Mercedes et McLaren, avec un petit retour de l'Aston Martin, c'est vrai. On va revenir sur les difficultés aussi de Mercedes en ce début de saison. Oliver Birban, la Arosta, voilà, le pilote F2 qui a été propulsé ce week-end en F1 pour faire un intérim de Carlos Sainz. Il a été brillant et on va revenir sur cet intérim. Et puis la stratégie de Haas, tout est bon depuis que Gunther n'est plus là. Vraiment, on est dans la saleté de la saleté. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gratter un point en F1 quand on est une écurie de milieu de plateau et que le top 5 est intouchable? Est-ce vraiment une belle stratégie ou est-ce totalement anti-sportif? On va y venir tout de suite. On décortique, on en parle, c'est enfin bon, bien sûr. Allez, on reprend encore avec People Magazine. Aujourd'hui dans People Magazine en F1. Non mais putain, est-ce que j'aimerais parler de ce qui se passe en piste et pas en dehors? C'est incroyable ça. Allez, l'affaire Red Bull, on est obligé d'en parler parce que c'est quand même l'affaire du siècle en ce moment. Red Bull en totale crise, donc on l'a dit, dissension en interne, Horner qui vient d'être innocenté, pas content, Jos Verstappen qui lance une bastos, donc le père de Max, et on attendait ce qui allait se passer. Et ben Verstappen, il a botté en touche entre son père et Horner. Voilà, il s'est pas prononcé, il a dit écoutez, c'est leur opinion, c'est un problème, nous on est une équipe, l'important c'est que ça roule, machin. Mais il a quand même rappelé que son père ne mentait pas. Et finalement, ce double langage, il a permis un peu de connaître sa vraie position. Sa position à Verstappen, c'est qu'il veut que l'écurie, elle soit bien, au moins cette année, pour qu'il puisse être champion tranquillement. Mais c'est visiblement pas un grand soutien de Horner. Voilà. Après, nous dire que son père ment pas, bon, genre son père il s'est pas déguisé en Père Noël pour lui faire croire au Père Noël quand il était petit. Il a pas eu d'enfance ou quoi, Max? Mais il est arrivé direct sur le karting quand il avait 6 mois. Bon, voilà. Et en tout cas, l'affaire qui a un peu remué tout ça et a relancé le sujet, c'est Tonton Helmut, l'homme à l'œil de verre tel Jean-Marie, sous enquête maintenant. Donc Helmut Marko, qui a fondé un peu la marque Red Bull Racing avec Dietrich, donc le propriétaire de Red Bull qui est décédé il y a peu de temps. Helmut qui est en lien étroit avec Verstappen, on le sait, et qui serait à l'origine des fuites sur Horner. En tout cas, c'est pour ça qu'il est, lui maintenant, mis sous enquête en interne par Red Bull. Même chose, c'est pas très clair, on sait pas pourquoi, mais on sait que c'est probablement parce que c'est lui qui aurait fait la fuite de ces documents sur Horner. Sauf qu'il l'a démenti, donc bon, en fait, on n'en sait rien du tout. En tout cas, les questions étaient posées à Verstappen. Si Helmut Marko venait à partir, que se passerait-il? Verstappen a été très clair, il est très proche d'Helmut Marko et il considère que c'est un élément clé de Red Bull. Si Helmut Marko part, ça posera un gros problème. Sous-entendu, Verstappen pourrait partir. On se rend compte à quel point la crise prend une ampleur phénoménale. On a l'impression d'avoir un duel désormais maintenant clair entre Horner et le propriétaire de Red Bull
d'un côté, et de l'autre côté, le clan Verstappen, Jos Verstappen et Helmut Marko. Voilà, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. En tout cas, il y a Toto Wolff qui se lèche les babines. Parce que là, ça va bon train, est-ce que Mercedes va trouver le remplaçant idéal de Lewis Hamilton? Imaginez Verstappen qui va chez Mercedes qui vole Verstappen. Le problème, c'est qu'on va y revenir plus tard, mais pour l'instant, Mercedes, c'est pas ça. Allez, on revient sur la course, le cœur du sujet, on est là pour ça, on attaque enfin la course automobile. La course automobile, donc encore une course bien ennuyeuse malheureusement, avec Red Bull très dominateur, avec un bel écart entre Perez et Verstappen. Et Ferrari qui s'est ancré en tout cas à cette deuxième place désormais, c'est très clair sur ces deux Grands Prix, il n'y a pas trop photo, les autres Mercedes, McLaren ne peuvent pas vraiment mettre en difficulté Ferrari pour l'instant sur ce début de saison. Leclerc n'a pas été menacé, il a assuré assez facilement cette troisième place derrière des Red Bull intouchables. Bon, on s'est ennuyé principalement parce qu'on le sait, sur ce type de typologie de circuit, on a une stratégie en fait avec des pneumatiques qui se dégradaient très peu et tout le monde est parti en hard, ce qui a fait que on a eu pour la plupart un seul arrêt avec un arrêt en pneus durs. Forcément, stratégie peu diverse. On a eu évidemment Norris et Hamilton qui ont tenté un petit peu de prolonger leur arrêt. Ils ne sont pas rentrés au stand avec la safety car, mais enfin bon, c'est sur le même principe, ils ont fait qu'un seul arrêt, c'est juste qu'ils l'ont fait redécaler. Ça n'a pas vraiment changé grand-chose, parce que de toute façon, ils n'ont pas le rythme pour venir inquiéter les autres. Des pneus durs qui étaient les seuls pneus viables, on peut le dire franchement, sur ce circuit, et qui offrait un bon rythme de course et qui permettait de pas trop dégrader les pneumatiques. Donc forcément, ça n'a pas offert un grand panel de stratégie, malheureusement. Bon, en tout cas, c'est le grand retour de Fernando et Aston Martin qui étaient quand même bien plus à l'aise sur ce deuxième Grand Prix qu'au premier Grand Prix, il faut le dire, à Bahreïn. 4e en qualification, 5e en course, le Fernando. Bon, heureusement, parce qu'on pourrait se dire Aston Martin, back in the game, ça y est, ils vont venir faire un petit duel avec Mercedes et McLaren. Heureusement, il y a Lance Stroll qui s'est quand même envoyé dans le mur au bout de 6 tours. C'était le max qu'il pouvait faire, bien sûr. Pour nous éviter un combat à 3 avec Mercedes et McLaren, c'est important que le deuxième pilote s'encanaille dans le mur, comment dire. Je rappelle pour ceux qui ont regardé Netflix que sa main est réparée, parce que l'année dernière l'excuse c'était il avait fait du vélo, il s'était cassé la gueule, sa main était réparée, donc le temps qu'il se remette dans le rythme. Voilà, là il n'y a pas de problème, sa main est opérationnelle, c'est juste qu'il est mauvais. Voilà. Mais sur ce début de saison, donc Mercedes et McLaren qui se battent pour cette 4e place, peut-être qu'Aston Martin va pouvoir venir titiller. Malheureusement, il faudrait qu'il y ait 2 pilotes, on l'a dit. Les Mercedes, quand même, on est obligé de faire un premier petit bilan de ces 2 premières courses et de ce démarrage, en tout cas de début de saison 2024, qui est plutôt décevant, voire même inquiétant chez Mercedes. Pourquoi ? Parce que Mercedes commence un peu à dégringoler en termes de performance après son ère d'ultra-domination, malheureusement depuis 2022. Mercedes qui a réussi à gratter donc cette 2e place et qui désormais commence à dégringoler. 4e du championnat actuellement, à 2 points de McLaren. L'année dernière, ils avaient déjà 10 points de plus. Ils avaient 10 points de plus et il n'y a pas de circonstances atténuante, c'est-à-dire qu'on n'a pas de casse moteur, on n'a pas de problématique d'accident. Là, c'est les performances pures en fait de la Mercedes actuelle qu'on voit sur le circuit. Et c'est vrai qu'on est forcé de constater que la Mercedes recule dans la hiérarchie petit à petit, malheureusement l'écurie, et qu'il n'y a pas de voie d'amélioration, quoi. Malheureusement, la Mercedes, elle vient de lancer cette saison à peu près au même niveau que l'année dernière, voire même un peu en retrait par rapport à l'année dernière, et ça ne cesse de baisser. Là, il n'y a pas de perspective vraiment faut voir comment les évolutions peuvent arriver, mais ça commence à être inquiétant en fait pour une écurie qui était dans la surdomination et qui petit à petit recule autant. En tout cas, c'est pas avec ces performances-là malheureusement que Mercedes va attirer Max Verstappen, parce que le plan là sur la comète de tout le monde qui chauffe sur
Mercedes qui fait des yeux doux à Max pour qu'il vienne, puisque Red Bull est en crise et Max pourrait partir. Ouais, mais bon, le problème, c'est que le différentiel entre Red Bull et Mercedes actuel, il est énorme. Hein, donc, enfin, l'année prochaine, admettons que Verstappen l'année prochaine aille chez Mercedes. Pour faire quoi? Parce qu'il ne sera pas champion du monde chez Mercedes l'année prochaine, hein, pour l'instant. Pas avec les performances qu'affiche la Mercedes actuellement en piste. Donc, voilà, faut y penser, ça, mon petit Toto, hein. Faut y penser. Allez, on va rendre un petit hommage au petit poulain maintenant. Jeune poulain Oliver Biermann qui nous a fait une entrée en fanfare en F1. Voilà, pilote F2 donc qui a remplacé au cordeau, comme on dit. Sainz qui a eu une petite impaddicite l'indigestion, comme on dit. L'indigestion. Ah, j'arrive pas à le dire. Voilà, l'indigestion. Biermann, donc, Oliver Biermann, qui a un parcours très intéressant en tant que pilote, c'est vrai, puisqu'il a fini 3e de F3 avec une victoire, 6e de F2 l'année dernière en tant que rookie, et il a été décroché 4 victoires et 3 pole positions. Donc voilà, c'est finir 6e dans sa première année de F2, c'est extrêmement solide. Donc voilà, c'est un pilote quand même qui a fait ses gammes, qui s'est mis en avant dans les compétitions inférieures et qui fait partie donc de la Ferrari Driver Academy. Ça t'as l'air trop stylé quand on fait partie, tu vois. Ça veut dire que tu peux porter du rouge, mon gars, et que tu peux piloter un jour pour Ferrari. Et voilà, donc il a eu sa chance et il l'a saisi. Il l'a saisi parce que c'est extrêmement compliqué de remplacer comme ça au pied levé un pilote, parce qu'il n'a pas remplacé Sainz en plus depuis le début du week-end. Il est venu, Sainz, il a fait la séance d'essai libre 1 et l'essai libre 2. Et puis, il s'est senti trop mal, il s'est fait opérer de l'appendicite. Et donc, Biermann est venu le remplacer pour les essais libres 3. Ça veut dire que Oliver Biermann n'a eu que la séance d'essais libres 3 pour s'habituer à une F1, comprendre comment Ferrari réagissait à Jeddah et se projeter déjà sur les qualifications puis la course qui avait lieu le lendemain. Donc, c'est une heure très intense pour lui. Et malgré ça, on a eu Oliver Biermann qui s'est qualifié 11e sur la grille. Il a failli aller chercher Lewis Hamilton pour quelques millièmes, hein, franchement, donc ça s'est joué à très peu. Et puis très en forme. Alors au début, il a tenté un départ plutôt conservateur. Puis après, sur le premier tour lancé, il a essayé de forcer un peu sur Tsunoda. On a senti le jeune fougueux de F2 qui tente des manœuvres un petit peu complexes. Voilà. Mais il n'a pas été jusqu'au bout de son délire, hein. Donc il a quand même, on sent qu'il n'a pas voulu cracher la voiture quand même. Il est chez Ferrari en remplaçant, donc voilà, il s'est assagi. Et puis en fait, il a pris le rythme vraiment au cours de la course, durant la course. Il y a vraiment une montée en puissance d'Oliver Biermann qui a pris en main en fait la Ferrari, qui a monté un peu, haussé le rythme, qui est monté en puissance. Et puis à la fin, le résultat, il est là. Alors, il a eu un perfect timing, c'est vrai, puisqu'il a profité de la voiture de sécurité virtuelle pour entrer au stand. Il en a quand même bénéficié. Mais il faut rendre hommage, franchement, à son pilotage, cette montée en puissance. Et il termine 7e, donc il est montré dans la hiérarchie. Il est venu, il a dépassé Tsunoda, il a dépassé Hülkenberg. Il s'est défait en fait des voitures qu'il bloquait. Donc de beaux dépassements. Et puis il finit devant Norris et Hamilton, qui c'est vrai étaient sur leur stratégie décalée, qui n'ont pas fonctionné. Et puis il a montré donc la différence de rythme actuelle, hein, quand même. Un pilote numéro 2 comme ça qui vient en tant que remplaçant, qui finit devant devant une Mercedes et McLaren, devant les deux numéros 1 hein, finalement de Mercedes et McLaren. Ça fait quand même assez mal à ces deux écuries-là, et ça veut dire que pour l'instant, il y a un vrai gap entre Ferrari numéro 2 et Mercedes et McLaren qui se battent pour cette 3e place constructeur. En tout cas, la pige donc de Biermann lui ouvrira peut-être les portes d'un baquet, puisqu'on l'a vu, Nick De Vries avait fait un super intérim à Monza il y a 2 ans. Il avait terminé dans le top 10, je crois. Voilà, il avait fait un super beau Grand Prix de Monza et ça lui avait valu un baquet l'année d'après chez AlphaTauri. Bon, on va pas parler de ses performances après, par contre, dans le baquet, puisqu'évidemment, il n'a pas passé 6 mois, il s'est fait des gages. Mais voilà, ça peut l'ouvrir des portes à Biermann. Il a saisi cette opportunité.
Le seul problème, et ça c'est la vraie problématique, c'est qu'en fait il est Ferrari Driver Academy, que chez Ferrari bah, il n'y a pas de place, hein, c'est Leclerc Hamilton. Alors peut-être chez Sauber, mais le problème, donc Steak, vous l'aurez compris, mais le problème c'est que bah, y a Zhou et Bottas, que s'ils sont remplacés, il y a quand même Pourchaire derrière. Donc au final, le problème c'est que malgré en fait cette performance qu'il a fait, Oliver Berman, c'est pas pour autant qu'il va avoir un baquet parce qu'il y a malheureusement pas des circonstances devant lui qui sont favorables malgré cette belle performance. Allez, on termine maintenant avec les anciens Gunther Steiniens. Gunther Stein, donc l'écurie Haas, puisque Stein n'est plus là, et oui, Gunther Steiner, et du coup maintenant on s'appuie sur les data, vous savez, on fait des stratégies chez Haas, et mine de rien c'est payant, puisque Haas est donc la première écurie du milieu de plateau à marquer un point ô combien important, parce que on se rend compte, mine de rien, avec ce début de saison, que les écarts sont assez clairs. Il y a un top 5 très lisible, hein, c'est Red Bull large devant, puis Ferrari, puis Mercedes et McLaren, puis Aston Martin, et derrière il y a le milieu de peloton. Voilà. Donc si ce top 5 avec ces 10 pilotes termine la course, il n'y a aucun point à prendre, hein, puisque logiquement aucune de ces ces top teams ne va laisser de points au milieu de plateau. Eh bien, vu que Stroll s'est envoyé dans le mur, l'opportunité était à saisir, et c'est Haas qui a saisi l'opportunité grâce à Nico Hülkenberg. Donc les Haas, il faut le dire, qui sont la plutôt bonne surprise, hein, quand même, de ce début de saison. Moi je ne les avais pas vu venir, en fait, je les mettais vraiment en fond de grille. Et en fait, Haas qui a quand même résolu une bonne partie de ses problèmes pneumatiques, hein, parce qu'en fait l'année dernière Haas, en qualification, si vous vous souvenez bien, avait quand même de très belles performances, hein, plutôt arrivé à se qualifier sur la grille en Q2 régulièrement, parfois même en Q3, donc était très bien placé, était entre la 10e et la 15e place, parfois mieux, hein, parfois on l'a dit dans le top 10. Le problème, c'était que la dégradation pneumatique, elle était catastrophique, c'était la pire du plateau, et qui dégringolait littéralement en course. Et c'est vrai, on l'a entendu beaucoup pendant ces essais hivernaux, mais j'étais dubitatif, hein, réellement, sur la capacité de Haas à régler ses problèmes de pneus, mais ils se sont concentrés que sur ça, considérant que leur rythme d'origine était plutôt bon. Et il faut le dire, bah, c'est payant, puisqu'on voit que le rythme en course maintenant sur les pneus est beaucoup plus solide, en tout cas moins catastrophique que les dernières. Et voilà. Alors, donc pour valider ce point de Hülkenberg, on est quand même allé sur une stratégie pour le moins très sale, c'est-à-dire qu'on avait Hülkenberg puis Magnussen derrière. On a demandé volontairement à Magnussen de ralentir pour laisser Hülkenberg prendre un maximum d'avance, jusqu'à ce que le pilote numéro 1, donc Hülkenberg, ait tellement d'avance sur Magnussen qu'il puisse rentrer au stand et ressortir avec des pneus neufs. Et là, finalement, cette 10e place, elle était validée. Alors ça, c'est pour l'aspect stratégique, bah voilà, hyper intelligent de Haas, qui en effet, dans ce milieu de peloton extrêmement groupé, bah, c'est ce genre de stratégie qu'il faut utiliser s'il faut aller chercher un point, hein. Donc c'est vrai que c'est bien construit, c'est brillant. Il faut féliciter Haas de cette stratégie. Par contre, l'aspect plus sale qu'on évoque, c'est quand même les manœuvres dangereuses de Kevin Magnussen, qui a été pénalisé de 20 secondes, de 2 fois 10 secondes de pénalité pour des manœuvres très dangereuses. Et il a continué ses manœuvres défensives. Et là, on rentre dans un aspect où, oui, stratégiquement parlant, on y est. Maintenant, il faut quand même fixer une limite qui déborde pas sur l'antisportif. Ce qu'a fait noter d'ailleurs Red Bull Cash VB APP avec Yuki Tsunoda, qui en a fait les frais, hein, qui a essayé de dépasser Magnussen à plusieurs reprises et qui s'est heurté à cette défense très costaud. Si vous voulez, quand un pilote prend 2 fois 10 secondes de pénalité, s'il continue à zigzaguer ou à prendre des défenses très dures, au risque de se dire bah, c'est pas grave, au pire moi je suis disqualifié, ou au pire je reprends des pénalités, c'est pas très grave puisque de toute façon là je vais pas marquer de points. Ok, mais là on est à la limite de l'antisportivité, c'est-à-dire qu'on utilise une voiture pour bloquer un ensemble de voitures de manière un peu illégale. Et voilà, donc c'est cette info qui clairement va être remontée par
par donc l'ancienne écurie AlphaTauri, excusez-moi, mais j'ai du mal à prononcer le nouveau nom, Red Bull VB Cash, qui va faire remonter cette information à la FIA, et c'est logique parce qu'il faut se fixer des limites. Normalement, quand un pilote a une attitude dangereuse sur la piste, on lui signifie avec un drapeau noir et blanc, et ensuite normalement il est disqualifié. Donc voilà, il y a une limite aux pénalités quand même, faut pas aller dans l'antisportivité. Et là, clairement, même si Haas a réalisé une belle opération, et il faut les féliciter quand même, cette stratégie, attention à ne pas basculer sur la limite de l'antisportivité. Hein. On était borderline quand même sur ce Grand Prix. Et ben écoutez, prochain Grand Prix donc à Melbourne. J'ai pas fait un topo sur Alpine, mais on l'a dit, hein, Alpine ils sont en souffrance. Alors Ocon a pu finir 13e, mais bon, c'est de 13e opportunisme, hein, puisque comme Magnussen bloquait tout le monde, il a fait un train-train. Ocon a réussi à se glisser dans ce train-train. Quant à Gasly, il a même pas fait un tour que sa voiture a rendu l'âme. Donc Alpine est toujours en mort cérébrale, hein, très dur. Et d'ailleurs, c'est un peu dommage, parce que Alpine, c'était vraiment le lien entre ce milieu de plateau et ces top teams. Et on sent que le lien a été cassé, et c'est ce qui amène aujourd'hui maintenant à se dire que si les 5 top teams finissent la course, normalement, elles trustent tous les points, en fait. Et ça c'est dommage. Hein. Donc on a perdu ce lien avec Alpine. En tout cas, on se retrouve pour le Grand Prix de Melbourne avec Enfin Bon, bien sûr.